Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur les mécanismes neurophysiologiques des violences et leur impact que ces mécanismes peuvent avoir sur la santé. Je vais vous demander d'être vigilant à vos besoins pendant ce visionnage et ne pas hésiter à faire des pauses si c'est un petit peu dense émotionnellement. Aujourd'hui, on va parler principalement des violences faites aux femmes, puisque c'est la majorité des cas, mais je vais vous demander de rester vigilant dans votre exercice, également aux violences faites aux hommes, qui sont beaucoup plus tabous. Je vous souhaite un très bon visionnage. Commençons donc la présentation des mécanismes neuropsychologiques activés lors des situations de violence. Nous verrons aujourd'hui 4 types de réactions de protection qui sont mises en place pour préserver l'individu, que ce soit physiquement ou psychiquement dans les suites d'un psychotrauma. Ces 4 réactions sont la sidération, la dissociation, l'état de stress post-traumatique et la mémoire traumatique. Et puis nous aborderons pour finir les réactions d'adaptation que peut avoir le cerveau dans les suites du psychotrauma. Donc, je vais vous présenter les mécanismes du psychotrauma de la même manière que je les présente à mes patients en consultation. Donc, je leur présente tout d'abord l'amygdale, qui est cette petite glande du système limbique qui est située au centre du cerveau. Je leur explique que c'est leur meilleure amie et qu'elle est là pour assurer leur survie et qu'elles vont analyser tous les signaux qui adviennent au cerveau et qu'elle va les trier en quelque chose de bénéfique ou quelque chose de délétère pour l'organisme. Typiquement, je vous présente un carré de chocolat, vous allez le goûter, l'amygdale va sécréter de la joie parce qu'au niveau gustatif, vous trouvez ça bon. Et puis, elle va dire à l'hippocampe, qui est juste en dessous, de mémoriser cette information de manière à ce que la prochaine fois que vous voyez du chocolat, vous soyez déjà content et que vous saliviez d'avance à l'idée de le manger. Inversement, avec tout ce qui est négatif, que ce soit les réactions de peur, de dégoût, de colère ou de tristesse, l'amygdale va encore mieux mémoriser cette information puisqu'elle sera plus utile pour la survie et elle l'intégrera à l'hippocampe. Tout ça, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Et quand il y a une activation très intense de ce système due à un traumatisme ou en tout cas à une peur vécue comme étant très intense, voire une menace vitale, tout ce système-là va se dérégler pour assurer une protection supplémentaire de l'organisme. Et c'est là qu'on voit apparaître les 4 réactions dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire la sidération, la dissociation, l'état de stress post-traumatique et la mémoire traumatique. La première réaction possible, c'est la sidération. C'est un état de stupeur émotive dans lequel le sujet est figé, inerte. Il peut donner l'impression d'une perte de connaissance ou alors carrément un aspect catatonique avec une importante rigidité, un syndrome pseudo-parkinsonien et même des tremblements qui peuvent être associés. Elle agit comme un arrêt du temps qui fige la personne dans une blessure psychologique traumatique, au point que les émotions semblent pratiquement absentes. La culpabilité irrationnelle et une sidération enferment dans le silence et l'incapacité de dire l'épouvante. La sidération est un blocage total qui protège la souffrance en s'en distanciant. L'axe de régulation du stress est tellement stimulé qu'aucun mouvement physique n'est possible sans risquer l'arrêt cardiaque ou la blessure neurologique. La sidération est à l'origine d'un état de stress intense qui peut durer plusieurs heures et va se manifester par cet état de sidération anxieuse qui n'est autre que le mécanisme de défense archaïque de camouflage dans un milieu naturel ou un état d'agitation inadapté. La verbalisation est souvent difficile voire impossible et la victime se retrouve dans un comportement de repli sur soi avec des pleurs, de l'angoisse, pouvant même aller jusqu'à des tremblements ou des vomissements. Elle souffre d'une culpabilité omniprésente avec une impression de souillure, pas toujours spontanée mais conséquente et un sentiment de honte. Le schéma présenté ici reprend l'ensemble des mécanismes en jeu lors de cette sidération. C'est en les détaillant auprès de vos patients et vos patientes que vous parviendrez à limiter leur culpabilité. Leur système de défense fonctionne parfaitement et pour assurer leur survie, il a bloqué notamment toute réaction motrice. L'activation de l'amygdale peut aussi provoquer une dissociation, c'est la deuxième réaction. Elle est due à un mécanisme neurobiologique de sauvegarde exceptionnel mis en place par le cerveau de la victime pour survivre à un stress extrême, un sentiment vécu de danger de mort imminente. Les violences, par leur caractère impensable, produisent un état de sidération qui, en paralysant les fonctions mentales supérieures, rend incontrôlable la réponse émotionnelle. Cette absence de contrôle est à l'origine d'un état de stress dépassé qui présente un risque vital pour l'organisme. Pour y échapper, le cerveau isole la structure à l'origine de la réponse émotionnelle et sensorielle, l'amygdale cérébrale, en faisant disjoncter le circuit émotionnel, ce qui interrompt la production d'hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. L'amygdale cérébrale est isolée du cortex, ce qui entraîne une déconnexion de la victime avec ses perceptions émotionnelles, sensorielles
et algique. Cette anesthésie émotionnelle s'appelle la dissociation traumatique. Cette dissociation traumatique peut durer de quelques minutes ou quelques heures, ou bien s'installer dans la durée si la victime reste exposée aux violences ou aux dangers. Les enfants victimes de violences, en raison de leur immaturité neurologique et de leur plus grande vulnérabilité, sont encore plus exposés à une sidération traumatique et se retrouvent d'autant plus gravement dissociés. Ce mécanisme de survie a un coût très important pour la victime, d'autant plus s'il se chronicise, comme nous allons le voir. En la privant de réactions émotionnelles et de ressentis, il va altérer gravement les capacités affectives et relationnelles de la personne traumatisée, l'expression de sa personnalité et ses possibilités de réagir face à des dangers, de se défendre, s'opposer, se révolter, l'exposant à un risque majeur de subir de nouvelles violences, d'être mise sous emprise et de vivre des situations de marginalisation et de grande précarité. La dissociation est également corporelle et elle entraîne des difficultés pour la victime à percevoir les signes d'alerte et de souffrance, à prendre soin d'elle avec un seuil trop élevé de tolérance émotionnelle à la douleur et au stress. Cette dissociation traumatique a un impact très délétère sur la santé psychique et physique des victimes. Elle altère également la mémoire et peut être à l'origine d'amnésie traumatique. Elle est source de beaucoup de souffrances et de sentiments d'étrangeté, de perte de repères, de sentiments de dépersonnalisation, d'être différent des autres, d'isolement et d'absence d'estime de soi. Cette dissociation traumatique reste méconnue encore plus que la mémoire traumatique. Très peu identifiée comme telle ni reliée à sa cause, un traumatisme. Elle peut être confondue avec des troubles autistiques, psychotiques, avec des déficiences mentales et des démences, avec des troubles graves de la personnalité. Elle est source chez les professionnels qui ne savent pas la repérer par manque de formation, d'une très grande difficulté à évaluer le danger que court la victime et la gravité du traumatisme qu'elle présente. Elle est un des facteurs de risque d'absence de protection et de prise en charge ainsi que de maltraitance. La méconnaissance de la dissociation traumatique alimente le déni, la loi du silence et l'abandon que subissent la plupart des victimes. Il est donc très important pour les professionnels de bien la connaître, de savoir l'identifier et la prendre en charge. Une patiente en dissociation est accessible à la psychothérapie. 50% de la prise en charge est faite lors de l'explication des mécanismes de la mémoire traumatique. Faire le lien aide à faire des neurones. Le traumatisme peut engendrer un état de stress post-traumatique, et pour la définition complète, je vous renvoie au cours de votre collège de psychiatrie. Il est défini notamment comme l'association d'un syndrome de répétition avec des reviviscences, des réactions dissociatives, un syndrome aussi d'évitement et une hyperactivation neurovégétative qui va être responsable de troubles du sommeil, d'irritabilité, d'impulsivité et d'hypervigilance. L'altération des cognitions et de l'humeur peut survenir également. Les distorsions cognitives sont constantes, l'humeur est altérée avec, outre l'anxiété, un fréquent sentiment de culpabilité. Parfois, des troubles de l'humeur sont présents avec un émoussement affectif, un détachement et une diminution des intérêts. Pour ce qui est de la mémoire traumatique, l'hyperactivation de l'amygdale va entraîner un état d'hypervigilance qui, sur le long terme, va bloquer la mémorisation au niveau de l'hippocampe, comme le reste de la mémoire autobiographique. L'information, du coup, va rester bloquée dans cette amygdale avec des conséquences sur le long terme au niveau de la santé, avec un état de stress latent. Au niveau de la mémorisation, le sujet va complètement oublier ce qui s'est passé, parfois même pendant plusieurs dizaines d'années. Et l'information peut être de nouveau accessible à la mémoire consciente sur un élément déclencheur. Une vision, un bruit, une odeur qui rappelle ce traumatisme, et auquel cas le sujet va revivre tout ça de manière très intense avec des cauchemars, des reviviscences, un état de dépression ou de stress post-traumatique. Et il va se rappeler du traumatisme de manière très précise. Il va avoir l'impression d'être à l'extérieur de la scène. Il va pouvoir décrire très précisément ce qui se passe au niveau de cette scène-là. Par contre, tout le contexte du traumatisme va être oublié. La date précise, notamment le lieu, etc. Tout ça peut être très flou. Les informations de contexte peuvent être très mal mémorisées. Par contre, la scène en tant que telle va être très précise. Et ça, c'est dû à la mémoire traumatique. La détresse émotionnelle qui accompagne la réactivation du traumatisme est particulièrement intense et destructrice sur le plan psychologique, tout comme le traumatisme initial. Le risque, c'est que ces mécanismes poussent la victime à retourner vers l'agresseur pour rechercher une nouvelle dissociation ou des phobies d'impulsion. Vous retrouverez ici un schéma récapitulatif des mécanismes en jeu lors de la dissociation.
Dans les suites du traumatisme, le cerveau va mettre en place des stratégies d'adaptation. Elles sont au nombre de 2. La première est une stratégie d'évitement et de contrôle. Cette stratégie peut prendre la forme de phobie, d'un isolement, de contrôle de l'entourage avec imposition de ces stratégies à d'autres victimes, ou évitement des conduites assimilées à l'agresseur, évitement de la perte des repères, contrôle des conduites alimentaires, des vêtements amples par exemple pour cacher son corps ou sa féminité. La deuxième stratégie cherche à recréer l'état dissociatif. Pour cela, l'individu peut chercher à recréer des traumatismes crâniens, à consommer des toxiques notamment à visée dissociante, à faire de l'automutilation, à rechercher des hyperglycémies lors de la boulimie ou alors des anorexies. Le risque, c'est une perte de contrôle totale qui engendrerait un deuxième traumatisme. En tant que professionnel, vous devez rechercher le contexte de ces stratégies. Quel est leur élément déclencheur, quand est-ce qu'elles ont lieu et à quel endroit. Le meilleur moyen pour le cerveau de se protéger est d'associer ces 2 stratégies d'adaptation, le contrôle et la dissociation. Pour cela, le cerveau va se diriger vers la colère. Elle permet l'adaptation par le contrôle en dominant la personne envers qui la colère est dirigée. Elle permet aussi une adaptation par la dissociation en sécrétant des hormones de stress avec une hyperactivation de l'amygdale. Enfin, si la personne a été victime notamment de violences physiques, ça permet de se conformer au scénario déjà connu de violence. Un scénario typique est celui de la grossesse. Le couple devient une famille avec une mère qui va petit à petit se tourner vers son enfant. Le conjoint peut se sentir délaissé avec un sentiment d'insécurité. Au niveau neurobiologique, une transparence psychique se met en place aussi au niveau du cerveau de la mère qui va être propice au retour de la mémoire traumatique et à une certaine vulnérabilité physiologique. Si en plus les membres du couple ont été des anciennes victimes de violences, ils vont répondre à une conformité aux schémas familiaux connus, et c'est ainsi que les anciennes victimes peuvent devenir auteurs de violences. Je tiens à vous parler pour cette fin de cours de la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie. C'est une capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. En moyenne, 20% des individus sont spontanément résilients. Pour les autres, vous serez là. Ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est que nos neurones ont une plasticité très importante qui va permettre une résilience, qu'elle soit cellulaire, génétique ou physique. Le plus important, ça va être de mettre en sécurité nos patients et de leur proposer une prise en charge adaptée. La réversibilité, elle est testée et approuvée jusqu'à 80 ans.